au moment de la dissolution de l'Union soviétique en 91, l'Ukraine avait un statut international déjà existant. Négocier avec les Russes, c'est pas une partie de plaisir. Historiquement, les deux peuples sont très liés. Comme je ne fais aucune confiance à Madame Merkel, pour moi c'est psychologique. Enfin, c'est 25% des habitants de la Russie sont pas russes. L'OTAN s'est transformée. Un élargissement, une reconstruction de l'OTAN qui, de point de vue d'un militaire russe, ne peut qu'inquiéter. Après la colonisation, on passe à un impérialisme informel. Comment expliquer le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie? Quels sont les torts de part et d'autre? Quel rôle jouent les États-Unis et l'OTAN? Et enfin, quelle est la voix de l'Europe dans cette guerre? Alors nous allons en parler avec mon invité, qui est professeur émérite d'histoire contemporaine et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors il publie ce livre, La Grande Rupture 1989-2024, aux éditions Talendier. Georges-Henri Sautou, bonjour et bienvenue chez Front Populaire. Bonjour, Patron Guillaume. Bonjour. Alors, dans votre livre, vous écrivez, il y a une phrase assez marquante, vous écrivez que le retour de la guerre en Europe est une catastrophe. Vous évoquez même, là je vous cite, le 3e suicide de l'Europe depuis 1914. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif, ou justement, dites-nous pourquoi ce n'est pas excessif? Je le crois profondément, on peut pas être d'accord. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, c'était même le point de départ de mes réflexions, donc je connais ça par le menu, si j'ose dire. J'ai également beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, et si je l'ai pas vécu, je suis né en 43, enfin j'ai beaucoup entendu parler pendant mon enfance et depuis, constamment, et chaque fois, les deux conflits sont liés les uns aux autres, ils auraient pu ne pas intervenir, et ils sont suicidaires pour une Europe qui, je le rappelle, au début du XXe siècle, culturellement, politiquement, militairement, économiquement, était le centre du monde, disons-le. Alors, on peut trouver que cette position dominante était tout à fait condamnable et qu'il est très bien que l'Europe ait perdu cette position dominante. Moi, j'ai tendance à trouver que c'est dommage, enfin, ou en tout cas, ça prend un tour très fâcheux. Première Guerre mondiale a déjà mis en place les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique communiste de l'autre, de puissance extérieure dominante. La Deuxième Guerre mondiale a encore aggravé ce phénomène et maintenant, l'espoir qu'on pouvait avoir après la fin de la guerre froide de reconstituer un ensemble, disons, politiquement, économiquement, culturellement, je ne partage pas la thèse fréquente selon laquelle les Russes seraient en dehors de la civilisation européenne. Ils sont très particuliers, les Français aussi, les Allemands aussi, les Italiens également, et les Espagnols aussi. Tout le monde est particulier en Europe. Ça dit la définition même du continent. Mais là maintenant, l'espoir qu'on pouvait avoir d'un recollement progressif des morceaux séparés depuis 1914, des entreprises, il est à mon avis maintenant vain, en tout cas pour le reste de mes jours. J'ai 81 ans, donc ça laisse de l'espoir aux jeunes gens, mais moi c'est fini, voilà. Alors de cette guerre, vous écrivez qu'elle est frauduleuse aux yeux de l'historien. Donc ça m'intéresse. Est-ce que vous pourriez développer? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent parce qu'on n'a pas reconnu tout de suite comme guerre. Elle n'a pas été affirmée comme guerre de côté russe. C'est-à-dire encore maintenant, sauf à certains moments, les médias russes, l'État russe, le gouvernement russe, parle toujours d'opérations spéciales ou avec des périphrases. Le mot de guerre est rarement évoqué du côté russe, incontestablement. Et du côté occidental, ça pose des problèmes, parce que si on reconnaît vraiment qu'on est en guerre, alors progressivement ça arrive depuis, disons 2023, le mot intervient de plus en plus, mais ça comporte des conséquences en droit international. Alors, on a déjà pris du côté occidental toute une série de sanctions contre la Russie, ce qui correspond à un arsenal juridique de l'ONU qui est mis en place, mais on n'a pas encore tiré toutes les conséquences de l'état de guerre. Je précise un point, par exemple, pour me faire comprendre très rapidement. Si on estime qu'on est en guerre, pas seulement sur place des Ukrainiens, mais l'ensemble du monde occidental, les alliés occidentaux, qu'on est en guerre avec la Russie, ça veut dire qu'il faut expulser ou coffrer, cas échéant, tous les citoyens russes vivant en Europe occidentale, y compris en France. Il y en a beaucoup qui sont installés, il y en a beaucoup, on en connaît, et on n'en est pas là. Et il reste certains contacts
Je connais des Russes qui viennent dans les limites offertes par les systèmes de visa, disons 6 mois, hein, et ils viennent en France chaque année pour des raisons familiales, personnelles, ça les regarde. Hein. Ça, c'est pas encore rompu. On n'est pas vraiment dans l'état de guerre juridique. Mais en même temps, l'importance du conflit est telle que j'ai donné à ce livre le titre de la chute du mur à la guerre d'Ukraine. Pas la guerre en Ukraine, mais la guerre d'Ukraine. C'est une nuance linguistique, grammaticale, syntaxique, et ça, je me réfère à la guerre d'Espagne. On ne dit pas en 1936 la guerre en Espagne, on dit la guerre d'Espagne, parce qu'elle a des enjeux politiques, idéologiques, en Espagne même, en Europe sur le plan international, tels qu'elle prend une spécificité en elle-même, guerre d'Espagne. L'Ukraine, c'est la même chose. Les conséquences sont telles, les réactions ont été telles, y compris dans les opinions publiques européennes, chez les dirigeants européens, y compris en Russie, dans l'opinion russe, dans la mesure où on peut la mesurer, que le terme de guerre d'Ukraine n'est pas excessif. Mais en même temps, ça va très loin. Dans mon esprit, ça va très loin. Le premier titre avec mon éditeur, c'était la guerre en Ukraine. J'ai dit non, on va mettre la guerre d'Ukraine pour souligner l'importance du conflit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est fondamentalement la relation qui unit l'Ukraine à la Russie d'un point de vue historique, en remontant à travers les siècles? Alors, ça, c'est une question qui est extrêmement controversée par les partis en présence. L'historien est obligé de constater que les deux pays sont très étroitement liés depuis au Moyen-Âge, 7e siècle, puis l'arrivée en fait du christianisme. Bon, et après disons la fin des interventions scandinaves, les Varegs et autres peuplades du Grand Nord qui étaient venus descendre jusqu'à la mer Noire. Enfin, c'est une histoire extrêmement compliquée. Et certains disent que le berceau de la Russie, au fond, c'est Kiev. La première Russie, c'est la Russie de Kiev. Non. Et puis, la Moscovie, qu'on disait longtemps, s'est développée par la suite et a pris l'ascendant, pour dire les choses très, très rapidement. Donc, historiquement, les deux peuples sont très liés. Ils sont tous les deux, sauf certaines régions ukrainiennes particulières, mais j'y reviendrai après, globalement orthodoxes. C'est très important, héritier de la religion orthodoxe de Byzance, héritier de Byzance avec tout ce que ça comporte sur le plan pas seulement religieux, mais également civilisationnel, je dirais aussi juridique. Et puis progressivement, et là ça s'est vraiment définitivement concrétisé au XVIIIe siècle, disons, c'est sont les Russes de Russie en quelque sorte qui ont pris l'ascendant. Et l'Ukraine est devenue une partie de l'Empire russe, avec ensuite une tentative au moment de la révolution russe en 1917 de gagner son indépendance. Il y a même pendant quelque temps, en 1918, un gouvernement ukrainien tellement indépendant qu'il signe en février 1918 une paix particulière avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, les deux adversaires de l'Empire russe. Il y a à ce moment-là un gouvernement ukrainien. Mais il a été soumis à un double phénomène. D'abord, une révolution intérieure, parce que là aussi il y a des agitations, on est en pleine agitation, et des interventions extérieures. D'un côté, les bolcheviks, russes bolcheviks, de l'autre côté, les Polonais, parfois des appuis occidentaux. Les Français aussi ont joué un rôle à Odessa, en particulier en 1919, 1920. Bon. Mais finalement, ce sont les bolcheviks qui l'ont emporté. Les Polonais, en 1921, après la guerre qui a eu lieu entre la Russie et la Pologne, ont signé la paix de Riga avec ce qui était en train de devenir l'Union soviétique, qu'on appelait encore la Russie bolchevique. Et à partir de ce moment-là, l'indépendance ukrainienne a disparu. Et le pays a été soviétisé. Alors, à l'époque, si je peux continuer encore pour expliquer cette affaire complexe, à l'époque, l'Union soviétique, il y avait des républiques. Il y avait des régions autonomes, c'était un complexe. Prenons les républiques. L'Ukraine était une république dans le cadre de l'Union soviétique.
ça n'avait pas une énorme importance, des divisions administratives, parce que de toute façon, c'était le parti bolchevique, communiste, qui contrôlait l'ensemble. Alors, les subdivisions administratives n'avaient pas l'importance qu'elles auraient pour un Européen occidental. En même temps, Staline, qui, à partir de 1925, devient le dirigeant le plus en plus incontestable de l'Union soviétique, a une politique complexe de nationalité. Parce qu'il est lui-même allogène, il n'est pas russe. Hein, non. Il sait très bien qu'il y a des questions délicates et il met en place une doctrine, il applique une doctrine des nationalités qui reconnaît à chacun des éléments constitutifs de ce qui est maintenant l'Union soviétique une spécificité, mais qui, je dirais, culturelle, pour ne pas dire peut-être même un peu folklorique. Mais on reconnaît les cultures locales. Elles sont reconnues, elles sont protégées par les manifestations officielles, on le voit sur les films, les photos, les groupes, disons, des différentes républiques défilent en costume national. Bon, l'Ukrainien n'avait été jusqu'aux années 20 ou 30, au fond j'ai un dialecte, enfin bon, pas vraiment écrit, pas vraiment constitué. Ce sont les linguistes russes, dès le 19e siècle, commençaient à étudier l'ukrainien. Ça les intéressait comme objet linguistique. C'est Staline qui non seulement a décidé de normaliser cela, mais a même décidé que dans le cadre géographique de l'Ukraine, la langue serait l'ukrainien et pas le russe. Avant qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on en revienne en arrière. C'est extrêmement complexe, mais il faut avoir ça en tête pour comprendre les souvenirs contradictoires, bouleverser les tensions psychologiques de cette situation. À cela s'est ajouté, bien entendu, les effets de la politique de collectivisation de Staline dans les années 30, collectivisation accélérée des terres, transformation des paysans qui jusque-là étaient restés à peu près libres, communauté de kolkhozes, ça a valu pour toute l'Union soviétique. C'était particulièrement dur en Ukraine, qui était un grand fournisseur de blé, avec une terre, le Tchernolium, terre noire, Tchernolium, 4 mètres d'épaisseur, c'est une richesse agricole extraordinaire. Et les paysans ukrainiens ont été victimes. Alors, on parle de génocide. Moi, je garderai le terme pour des cas plus spécifiques, parce que tout le monde en Russie, tous les paysans ont souffert de la collectivisation des terres. Mais évidemment, en Ukraine, c'était particulièrement horrible. C'est resté marqué dans la mémoire nationale. Ils appellent ça l'Holodomor. C'est un thème très, très connu, essentiel à avoir en tête pour comprendre certaines réactions actuelles. Et puis, si on revient à la Deuxième Guerre mondiale, alors là, il se passe un phénomène. Au départ, je résume, c'est encore aussi compliqué. Au départ, les Allemands en 1941, en Ukraine, sont pas mal accueillis. Et les villages viennent avec le pain et le sel, parce qu'ils pensent qu'ils vont être délivrés du bolchevisme, Staline, les effets de l'Holodomor, etc. En tout cas, à l'ouest de l'Ukraine, ça certainement. Puis très vite, ça change, parce qu'au lieu de jouer la carte nationale ukrainienne, comme les Allemands l'avaient fait très habilement pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, voilà que des travailleurs, des esclaves, des gens, ils emmènent de force en Allemagne des travailleurs, des jeunes filles par centaines de milliers pour venir s'occuper des familles, ça va être domestique. Bon, donc l'opinion ukrainienne progressivement bascule, et à la fin de la guerre, sauf des exceptions régionales, à l'ouest en particulier, les Ukrainiens sont redevenus globalement plutôt, je dirais, du côté russe, maintenant l'Union soviétique. Alors la question est en même temps compliquée parce que lorsqu'on crée l'Organisation des Nations Unies en 1944-1945, Staline met une condition que l'Union soviétique soit pas seule représentée, mais qu'il y ait un siège spécifique à l'ONU pour l'Ukraine et pour la Biélorussie. C'est assez, bon, les Américains acceptent et les Anglais acceptent parce que Staline l'exige. Enfin, c'est un peu, bon, simplement, juridiquement, c'est très important. Depuis 1945, il y a une représentation spécifique de l'Ukraine à l'ONU. Ce qui fait qu'au moment de la dissolution de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine avait un statut international déjà existant.
tout reconnu. Ça, c'est un fait, hein. C'est bon. Staline ne pensait pas ces conséquences-là quand il a pris sa décision. Et cette représentation ukrainienne à l'ONU, je ne crois pas qu'elle ait voté jamais une seule fois différemment de Moscou, entre nous, hein. Mais enfin, c'était une de ces complexités de la pensée stalinienne en matière de nationalité. Ce qui montre bien qu'il y a un problème, hein. Le discours actuel de les discours de M. Poutine actuellement commencent toujours par une introduction historique qui prend un bon quart ou un bon tiers de son discours et remonte à la Russie, le Kiev, pour justifier, expliquer. Bon, la seule chose, c'est qu'on peut avoir aussi d'autres discours historiques, et les Ukrainiens ne se font pas faute de les faire valoir. Je trouve d'ailleurs que trop l'histoire tue l'histoire, d'une certaine façon. C'est l'obsession historique, à mon avis, qui encourage des mythes nationaux, des réactions irrationnelles. Quoi qu'historien, je suis pas du tout un fanatique des souvenirs historiques médiévaux. Bon, mais enfin, ça fait partie de la situation extrêmement complexe. Cela dit, prenons la situation actuelle de l'Ukraine telle qu'elle a été manifestée par les élections et les sondages qui ont eu lieu depuis 91. Bon, les régions russophones, le Donbass, en gros, bon, la Crimée russe, ça c'est pas autant qu'on peut l'être depuis le XVIIIe siècle, étant entendu que les populations autochtones ont été expulsées en dernier épisode sous Staline, hein, bon. Mais enfin, prenons le Donbass, il est russophone, non, nettement russophone. L'ouest de l'Ukraine, la région de Lvov, Lviv, enfin bon, et très ukrainienne nationaliste. Elle était déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant, depuis la Première Guerre mondiale, on peut montrer des suites. Les Ukrainiens qui ont soutenu l'Allemagne pendant les deux guerres mondiales et en particulier la seconde, le fameux Bandera, hein, qui a été assassiné à Munich par une équipe du KGB en 1957 ou 58, si vous vous souvenez bien, qui avait survécu à la guerre, s'était réfugié en Allemagne, représentait, tout ce secteur-là représente encore aujourd'hui le centre du nationalisme ukrainien. Et puis vous avez le reste de l'Ukraine. Les élections et les sondages montrent que il y a une majorité pour soutenir le maintien de l'unité ukrainienne, mais pas une majorité écrasante, mais une majorité contestablement. En revanche, dans la région russophone, il y a toujours eu un pourcentage de voix non négligeable dans les élections, les sondages, pour souhaiter ou un statut de très large autonomie, ça je pense que c'est même majoritaire comme il est, ou éventuellement même le rattachement à la Russie. Et jamais rien de décisif, c'est compliqué, il faut aller voir chaque fois prudemment. L'idéal, je pense, si les Ukrainiens le peuple avait pu s'exprimer librement, eût été l'indépendance, mais dans un système international, leur permettant d'entretenir des liens aussi bien avec l'Union européenne qu'avec la Russie. Ce qui, du point de vue économique, d'ailleurs, se comprend, parce que l'industrie soviétique, c'est un point aussi qu'il faut savoir, était intégrée d'un bout à l'autre du pays. Et les moteurs étaient fabriqués en Ukraine, envoyés par train vers les usines automobiles ou de camions de la Volga, je prends cet exemple, et montés là. Mais c'était intégré. C'est les composants. Et ça va également pour l'aviation, les fusées, enfin tout le matériel important faisait l'objet de transferts à l'intérieur de l'ensemble du continent soviétique, si j'ose dire. Les composants électroniques venaient des pays baltes, etc., pour multiplier les exemples. Donc, il est évident que l'intérêt, je pense, spontané des Polonais, s'il n'y avait pas eu l'événement depuis, disons, 2014, progressivement, eût été de maintenir cette espèce de position intermédiaire entre l'Est et l'Ouest. Également, d'ailleurs, aussi sur le plan intellectuel, sur le plan moral. Voilà, je pense que ce qu'on peut dire. Mais il est évident que, là, on sera l'objet d'autres questions, sans doute. À partir de 2004, on s'écarte progressivement de ce modèle ou de cette tendance-là.
Alors, dans ce livre, on va quitter un peu l'Ukraine, on va pas s'éloigner beaucoup, mais vous consacrez un long passage à la Yougoslavie. Donc ça m'intéresse. En quoi ce conflit est-il lié aux événements récents? Quels sont les liens entre la Yougoslavie et l'Ukraine? Eh bien, d'abord, il y a une relation homothétique, comme on dit en géométrie. C'est-à-dire que la Yougoslavie reproduit en petit, dès les années 90, les événements qui se déroulent en Ukraine depuis les années 2010 à peu près. Donc c'est très intéressant parce que c'est un petit laboratoire de quelque chose qui s'est développé. Problème étant, dans les deux cas, double et très comparable. D'une part, la fin du communisme. On ne sort pas facilement d'un régime communiste. Ça a été le cas en Yougoslavie, ça a été le cas en Union soviétique. Et puis, deuxième problème, non vraiment résolu, comme je l'ai dit pour l'Ukraine, depuis la Première Guerre mondiale, les questions de nationalité, qu'on pensait, dans les années 60, dépasser aussi bien pour l'Est de l'Europe, pour l'Union soviétique, que pour la Yougoslavie. Puis ces questions, dès la mort de Tito, là je parle de la Yougoslavie, en 1980, ont rejailli. Et le pays, progressivement, a retrouvé des lignes du clivage entre les Serbes, les Croates, les Slovènes, selon des lignes tracées depuis le Moyen-Âge, et sans oublier la Bosnie-Herzégovine, musulmane en partie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. D'autre part, dans la trajectoire qui conduit après une tentative de rapprochement entre Moscou et les Occidentaux à la séparation et ensuite à l'hostilité, à l'affrontement, l'histoire yougoslave a joué un rôle essentiel parce que les Russes ont estimé que les interventions de l'OTAN, en particulier au Kosovo en 1999, sans mandat de l'ONU, on va y revenir tout à l'heure d'ailleurs, était une indication très inquiétante de leur point de vue, de la façon dont les choses évoluaient. Et je terminerai, l'accord sur le Kosovo signé par les Russes pour mettre fin au conflit le 9 mai 1999, il est très critiqué à Moscou, et 2 mois après, 9 août, juste 2 mois après, 99, c'est 2 mois après, je date un peu, Poutine arrive au pouvoir pour redresser la barre, c'est tout à fait évident. Et on l'observait même, à l'époque, j'allais à Moscou une à deux fois par an, et on pouvait même sentir ça dans les milieux académiques. Voilà. C'est pour ça que c'est très important. Alors, avant d'arriver à la guerre, il y a eu quand même des tentatives de conciliation entre les différents partis, notamment Minsk II. Alors, on dit souvent que les accords n'ont pas été respectés, c'est ce qu'on entend, mais qu'en est-il réellement? Qui est en tort ou pas? Est-ce que les torts sont partagés? Et autre question, à la lecture de votre livre, on peut forcément s'interroger, est-ce que les partis ont réellement cru que cet accord pouvait tenir? Alors ça, c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre de façon définitive tant que je n'ai pas accès aux sources. D'autant plus que les Allemands et les responsables français, que j'en rencontre quand même, je ne suis pas simplement dans mon bureau, il m'arrive de rencontrer des gens, nous disaient, Allemands comme Français, Minsk, c'est sérieux, à partir de 2015. Et moi, je pensais que c'était sérieux. Et puis maintenant, aussi bien Mme Merkel n'est plus au pouvoir que M. Hollande, qui n'est plus au pouvoir non plus, nous dit non, on n'était pas sérieux, c'était uniquement pour gagner du temps, pour armer les Ukrainiens. Un haut responsable de l'administration allemande a donné une longue interview il y a quelques mois à la Welt, un journal connu, pour dire quelque chose d'assez alambiqué qui était un peu entre les deux. Alors, comme je ne fais aucune confiance à Mme Merkel, pour moi, c'est psychologique. Enfin, elle peut avoir raison, mais je ne pense pas a priori qu'elle a raison. Je veux vérifier. C'est pas bon. Et comme je n'ai pas le moyen de le faire, je serai là extrêmement prudent. Je tends à penser quand même que les accords de Minsk, qui étaient vérifiés par l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, une organisation importante qui contrôlait qui faisait des rapports qu'on peut consulter en ligne, je pense que c'était quelque chose de sérieux. Bien entendu, ces accords étaient constamment grignotés, les séparatistes ne se pliaient pas, les Ukrainiens n'ont pas donné aux séparatistes du Donbass le statut, disons, d'autonomie qui était prévu, d'autres détails techniques sur lesquels je passe, mais les échanges de tirs
entre les deux, qui sont mesurés par l'OSCE, justement. Tout d'un coup, à partir de février 2022, donc juste avant la guerre, ils montent en flèche. Donc les tensions montaient, je dirais, de part et d'autre, autant que je peux le savoir pour le moment. Donc, pour résumer, je pense que les accords de Minsk étaient une piste sérieuse, que les Russes, à mon avis, à ce moment-là, pouvaient accepter d'envisager, après avoir annexé la Crimée en 2014, pouvaient envisager un statut de large autonomie du Donbass au sein de l'Ukraine, étant entendu dans une mentalité russe que ça signifiait en pratique que l'Ukraine tout entière en tant que telle serait restée sous l'influence de Moscou. L'influence, pas le contrôle absolu, auquel on est passé par la suite. L'influence. Donc je pense que c'était quand même une étape plus sérieuse qu'on a tendance à le dire aujourd'hui. Autre question, pourquoi l'Amérique, qui a su trouver les bonnes réponses pour s'opposer à l'URSS pendant la guerre froide, n'a pas réussi à le faire? Alors, peut-être qu'elle a réussi, vous allez me le dire, mais après la chute du mur, ça me semble, à la lecture de votre livre en tout cas, acter que l'Amérique n'a pas su trouver le bon positionnement par rapport à l'URSS. Est-ce que par quoi ont péché les Occidentaux finalement vis-à-vis de la Russie? Alors, à mon avis, pour résumer, ils n'ont d'abord pas pris suffisamment au sérieux, pas étudié les problèmes russes de l'intérieur, en essayant de se mettre à la place des dirigeants russes dans un pays qui a ses spécificités, y compris géographiques, y compris ethniques. La Russie, à l'ouest de l'Oural, c'est russe. À l'est de l'Oural, sont des populations extrêmement diverses. 25% des habitants de la Russie sont pas russes. La Russie actuelle sont pas russes. Et les populations russes sont réparties depuis le 19e siècle en longs filaments, le long des chemins de fer, des voies de communication. La colonisation russe a progressé comme ça. C'est extrêmement fragile. Parce que si ces différentes nationalités qui contrôlent d'immenses territoires se mettent tout d'un coup contre Moscou, les Russes sont complètement désarticulés. Donc c'est une situation foncièrement fragile. Les Occidentaux n'en ont pas tenu compte suffisamment. Ils n'ont pas d'autre part compris qu'on ne passait pas d'une économie très particulière, qui était l'économie soviétique, à une économie libérale de type occidental, comme ça. Alors, on parle des Chicago Boys, c'était les élèves des grands professeurs d'économie de Chicago qui sont précipités à Moscou à partir des années 90 pour donner des conseils. Je pourrais donner des détails, ça a été désastreux, c'est pas ça qu'il fallait faire du tout, c'est pas comme ça qu'il fallait procéder. Et puis, il y a eu des gestes qui ont été faits, la Russie est entrée au FMI, elle a obtenu 40 milliards de prêts, quand même, sans trop de conditions, c'est pas mal. Elle est entrée au G7, enfin, il y a des gestes qui ont été faits. Il y a eu un accord pour créer un conseil OTAN-Russie en 1997. Il ne faut pas dire que les Occidentaux n'ont pas essayé de gérer le problème, ce serait tout à fait excessif. Mais ils ont fait à partir de 1994, et justement contre l'avis de certains des architectes de la politique de la guerre froide, en particulier George Kennan, qui était au fond l'un des fondateurs de cette politique, et qui s'est encore exprimé, il est encore très vert, s'est encore exprimé en 1994, négativement, quand le président Clinton a lancé l'idée d'élargir l'OTAN. Soit quoi peu de gens pensaient depuis 1990. On n'avait pas envie. On avait dit aux Russes, verbalement, j'ai bien verbalement, par écrit, on avait dit aux Russes verbalement que l'on n'élargirait pas l'OTAN. Ça ne pouvait pas être précisé autrement, mais en 1994, Clinton prend, pour des raisons de politique intérieure, une décision dont les conséquences, c'est pas un hasard si c'est en 1999 que Poutine arrive, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, au pouvoir, l'année où le premier élargissement considérable se fait à partir des discussions internes menées depuis 1994. Il y a un rapport avec tout ça. Et alors, une fois de plus, vu du point de vue russe, et dans mon livre, il y a une carte qui montre très bien les mythes de l'élargissement de l'OTAN par rapport à l'ancienne Union soviétique. L'OTAN comprend maintenant des pays baltes qui faisaient partie de l'Union soviétique. On peut discuter toujours, mais enfin, ils faisaient quand même partie de l'Union soviétique avant la fin de la guerre froide. Et si vous vous mettez dans la peau d'un dirigeant russe, il peut comprendre ça que comme très inquiétant. Voilà. C'est, je pense, le processus qui a conduit donc un mélange à la fois d'ignorance, de légèreté, du point de vue occidental, de légèreté et de provocation. Voilà.
Et sur l'OTAN, vous en parlez un instant, donc je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce sujet. C'est l'élargissement de l'OTAN vers les pays de l'Europe de l'Est qui a inquiété les Russes, ou c'est l'élargissement des missions de l'OTAN? Vous le rappeliez pour la Yougoslavie, l'OTAN qui agit sans le mandat de l'ONU, par exemple. Bon, les deux. Et puis un troisième point qu'il faut souligner, qui est plus technique, l'OTAN s'est transformée. C'était avant la fin de la guerre froide une organisation assez statique, défensive, dirons-nous, pour le territoire couvert par l'Alliance Atlantique. Puis c'est devenu, au cours des années 90, partie à cause de la Yougoslavie, avec l'élargissement du mandat au-delà du territoire couvert par le pacte atlantique lui-même, hors OTAN, les zones hors OTAN, comme on disait. L'OTAN, en plus, donc a élargi son objet, est devenu une sorte de force de police internationale. Il y a un nouveau concept de l'OTAN proclamé par les pays membres en 1999 qui élargit le rôle de l'OTAN au-delà même des limites couvertes strictement par le traité de l'Atlantique Nord, territoire des États membres, ça va même au-delà pour la sécurité, etc., etc. Ça, c'est un élargissement qui ne peut qu'inquiéter les Russes. Et d'autre part, l'OTAN s'est organisé sur le plan des commandements, a multiplié des commandements divers avec des forces d'action rapides, une organisation beaucoup plus souple, capable d'expéditions extérieures et pas simplement d'une défense un peu statique à l'intérieur. Donc, un perfectionnement considérable. Les Français qui sont assez loin, pas leurs militaires qui font partie de tout ça, qui savent bien, mais la population française est beaucoup plus loin des problèmes de l'OTAN que les Britanniques ou les Allemands. Ils n'ont pas ça en tête, mais c'est une transformation profonde d'ailleurs, l'Atlantique. Ce n'est plus la même. C'est beaucoup plus efficace. La possibilité d'envoyer, par exemple, en Baltique ou en Scandinavie ou dans les pays baltes, il y a constamment des exercices, il y a des forces allemandes, par moments des forces françaises, britanniques, donc tout un élargissement, une reconstruction de l'OTAN qui, de point de vue d'un militaire russe, ne peut qu'inquiéter. Et parmi les différentes actions de l'OTAN, il y a la question de la Libye. Vous en parlez également. Moi, ce qui m'intéresse, c'est je voudrais savoir pourquoi ce conflit est particulier du point de vue de la Russie et même des Chinois, de ce que j'ai compris. Non, c'est très intéressant parce que il y a deux étapes en 2011 dans la guerre de Libye. Première étape, Kadhafi pense écraser ses opposants qui sont du côté de Benghazi. Donc, il y a un côté quasiment historique de division interne des Libyens. Et là, l'ONU est d'accord, à la demande des Occidentaux, mais le Conseil de sécurité est d'accord pour que l'on empêche Kadhafi d'écraser les populations civiles de Benghazi. Et il y a un mandat de l'ONU que la Chine vote, et la Russie ne s'oppose pas. Elle ne le vote pas, mais elle ne s'oppose pas. Et ça correspond au discours tenu par Poutine et les Chinois d'ailleurs, depuis, disons, la guerre de Yougoslavie. Nous acceptons des mandats de l'ONU, un ordre international. Nous comprenons que dans certains cas, il faut éviter les massacres des populations de ce genre, mais ça doit se faire dans le respect des règles de l'ONU et en respectant la souveraineté des États concernés. Donc, première intervention, disons, de l'OTAN, en gros, défensive, d'une certaine façon, est votée par les Chinois et acceptée par les Russes. Mais il y a ensuite une deuxième phase, quand on passe de la défense des opposants à Kadhafi à la volonté de changer le régime libyen, de faire tomber Kadhafi. Régime change, comme disent les Anglais et les Américains. Ce qui conduit d'ailleurs à la mort de Kadhafi. Enfin, c'est vraiment une attaque. Bon. Et là, les Russes et les Chinois ne sont plus d'accord parce qu'on est sorti de la défense d'intérêts humanitaires qu'ils comprennent, à une volonté de régime change par la force, sans mandat de l'ONU, parce que le mandat de l'ONU ne couvrait pas ça. Bon. Et je pense que c'est l'étape essentielle qui a convaincu et les Russes et les Chinois qu'il n'y avait plus, disons, d'accord structurel possible avec les Occidentaux sur la gestion mondiale. Et pourquoi finalement la Russie critique cet interventionnisme, ces ingérences, au nom de la paix, parce que finalement elle intervient également en territoire extérieur. On peut penser à la Syrie. Bon, la Syrie, en l'occurrence, c'est un sujet d'actualité, mais il y a la Géorgie, il y a l'Afrique avec ses milices privées. Donc, comment elle se justifie ?
Alors, un officiel russe, dont je ne suis pas, hein, je tiens à vous direz que chaque fois, la Russie a agi en accord avec le gouvernement local. On pourrait remarquer que dans certains cas, le gouvernement local a été soit mis en place, soit en tout cas très fortement influencé par les Russes au départ. Mais c'est un fait. Vous citiez le cas des milices Wagner en Afrique. Elles agissent, bien ou mal, la question n'est pas là, mais elles agissent en accord avec le gouvernement local. D'ailleurs, parallèlement, les gouvernements locaux nous ont mis, on peut maintenant parler au passé, hein, nous ont mis, nous Français, dehors pour dire les choses très, très rapidement. Et il ne faut pas se l'estimer. Alors, qu'ils aient raison, pas, c'est leur affaire, mais il ne faut pas se l'estimer que sur là, la Russie, et les Chinois aussi, hein, par d'autres biais, jouent en quelque sorte sur du velours. Bon, il y a d'autre part, dans le cas de la Syrie, le gouvernement Assad, maintenant il est tombé, mais c'était le gouvernement légal de la Syrie. Donc les Russes pouvaient dire, nous avons notre base de Tartous par l'accord avec un État souverain, nous aidons le gouvernement légal. C'est leur thèse pas totalement non plus qui se défend, disons qu'ils se défend. En tout cas, c'est l'argument essentiel qu'ils invoquent. Alors, il y a le cas délicat de l'Ukraine, mais ça, c'est tout l'intérêt d'arriver à susciter l'arrivée au pouvoir à Kiev d'un gouvernement qui ne soit pas anti-russe, ce qu'ils ont réussi quand même à susciter ou à encourager à différentes reprises depuis 1991. C'est tout l'intérêt. C'était la même chose du temps soviétique. D'ailleurs, une intervention russe soviétique à Kaboul était appelée par les dirigeants de Kaboul. Alors que ces dirigeants de Kaboul étaient en partie mis en place par les Russes indirectement. Un autre aspect du problème. Mais il y a un souci juridique auquel il faut être attentif. Les soviétiques, puis ensuite les Russes, ont toujours été très attentifs au cadre juridique, éventuellement pour s'en sortir ou pour le violer, mais en connaissance de cause, hein, avec toujours des dossiers juridiques très bien montés, qu'on aurait tort de balayer, non, c'est pas d'importance. Non, il faut bien suivre le raisonnement, c'est important. Parce que dans certains cas, il y a des arguments juridiques qui n'intéressent peut-être pas les Occidentaux, mais qui intéressent ce qu'on appelle les BRICS, justement. Quand on dit à un dirigeant indien ou chinois ou brésilien qu'il ne faut pas passer par-dessus les gouvernements légaux en place pour une intervention dite humanitaire, etc., vous savez, ça résonne, hein, voilà. Alors, il y a aussi une notion que vous utilisez plusieurs fois dans le livre et que je voudrais que vous nous expliquiez, c'est la notion d'étranger proche. Donc, sur laquelle s'appuie la Russie. Donc, j'aimerais pour nos spectateurs que vous nous décriviez un petit peu ce qu'est l'étranger proche. Alors, c'est une notion qui, évidemment, n'est pas acceptable en droit international. Concrètement, ça veut dire les pays qui faisaient partie de l'Union soviétique, qui après 1991 n'en font plus partie. Et cette notion d'étranger reconnaît le fait qu'ils sont plus membres de la Fédération de Russie dans sa forme actuelle, mais le mot de proche signifie qu'il y a quand même une proximité qui est évidemment très ambiguë. Alors, dans certains cas, elle s'appuie sur un fait, hein, c'est le nombre de Russes qui sont retrouvés en dehors de la Fédération de Russie et en rade, si vous me passez l'expression, dans ces différents pays successeurs, alors, y compris les pays baltes. Hein, vous avez beaucoup des millions de Russes encore dans les pays baltes qui posent des problèmes internes. Parfois d'ailleurs, les gouvernements locaux proscrivent l'usage de la langue. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. Donc cette notion d'étranger proche, elle est à la fois la reconnaissance de la division de l'URSS, il y a en même temps une revendication proche, hein, c'est très ambigu. La Russie s'arroge quand même le droit d'avoir son mot à dire en faveur de toutes ces minorités et d'une façon générale des liens historiques, économiques, etc. C'est une notion très, très ambiguë. Ça correspond un peu à ce qu'on appelle dans le monde occidental l'impérialisme informel. Après la colonisation, on passe à un impérialisme informel. Si je vous me pardonnez une chose horrible, Jacques Foccart, qui était l'architecte de la politique africaine du général de Gaulle et de son successeur Georges Pompidou,
Si on lui avait dit qu'il considérait les pays africains désormais indépendants comme certes étrangers mais proches de la France, je pense qu'il n'aurait pas refusé cette formule. C'est une forme. On peut interpréter ça comme une forme de néocolonialisme. Enfin, on peut trouver là beaucoup de. J'essaie de faire comprendre aux auditeurs, mais je suis très clair. Hein, le terme d'étranger proche n'est pas acceptable au droit international. Hein, ça, c'est clair. Quand même, il y a des limites que je conseillerais, si me demandait mon avis, au président Poutine d'éviter de franchir. La solution définitive du problème, elle est renvoyée à plus tard, parce que je doute qu'on arrive à un règlement juridique définitif du conflit dès 2025. Négocier avec les Russes, c'est pas une partie de plaisir. Biden n'a rien fait d'irréparable. Dites à un Polonais ou à un Balte qu'il faut faire une entité européenne de défense et que l'OTAN n'a pas d'intérêt, vous ira vous rêver. Je pense que la principale erreur des Français, là, tout parti confondu, n'a pas été de ne pas être suffisamment à l'écoute par esprit cartésien. C'est pas parce que c'est logique, ça va convaincre tout le monde.